des logiciels, y compris le Mapper. Le Mapper, en fait, c'est disponible, c'est pas Mapper, en fait, c'est Mapper, M-A-P-P-E-R, c'est disponible sur Internet. C'est assez, à ce moment-là, c'est devenu assez sophistiqué. C'est comme un pont entre le dispositif et le logiciel. Il y a il y a un namespace qui est associé avec ça. Le namespace, c'est le nom des paramètres du dispositif et de l'algorithme de synthèse. Puis on fait le lien, puis on fait aussi le rapport entre le scaling, on dirait. Et ça, c'était développé dans le laboratoire de Marcelo Wanderley. Et finalement, il y a le Digital Orchestra Toolbox. Ça, c'est une autre collection d'outils en Max MSP qui est disponible gratuitement sur Internet. Alors, on peut télécharger le Digital Orchestra Toolbox et le Mapper gratuitement du site web du laboratoire de Marcelo Wanderley. Alors, c'est le IDMIL, I-D-M-I-L. Je vais en parler. Pour la composition, on voulait créer, pour l'adoption de l'instrument, il faut, selon nous, un répertoire pour l'instrument. S'il n'y a pas d'œuvre qu'on a envie de jouer, l'instrument ne va pas être adopté. Si on pense de Lone Martineau, par exemple, il y a des œuvres clés dans le répertoire, comme le Turangoli, la symphonie Turangoli, qui existent et qui, à cause de cette pièce-là, il y a souvent besoin d'un Lone Martineau dans l'orchestre, par exemple. Alors, c'est le répertoire pour nous qui est important pour l'adoption des instruments. On voulait aussi, pour la composition lors de l'orchestre numérique, composer des études pédagogiques. Pour nous, c'est quelque chose qui, pour l'adoption d'un instrument, il est capital d'avoir des pièces, ce ne sont pas des pièces de concert, mais des pièces qu'on peut jouer pour apprendre l'instrument. Presque tous les instruments au monde, le violon, le piano, etc., les instruments acoustiques, il y a toute une pédagogie en arrière de la scène qui comprend des études pédagogiques, des pièces d'étudiants. Finalement, on a rendu compte, en fait, que le mapping, c'était également une question compositionnelle, c'était autant compositionnel que technologique. Puis il a fallu créer des systèmes de notation qui n'est pas nécessairement évident. Hier, Peter parlait de la notation. Il y a toujours, on pense d'abord, c'est toujours le cas qu'on pense, on va écrire soit le résultat sonore qu'on veut. Alors, si on veut alors on fait par exemple une partition acousmatique, dans le sens qu'on décrit le son qu'on veut générer, soit on va écrire les gestes qu'on veut. Alors, si on veut que l'instrument soit bougé en cercle, on va dessiner des cercles. Mais il y a toujours la troisième possibilité, c'est une notation symbolique. Et si on pense de la notation de la musique occidentale, en fait, c'est surtout une notation symbolique. Les portées, les tiges, tout ça, ça n'a rien à faire avec le son ni le geste. Alors, normalement, pour nous, c'était une combinaison de ces trois choses-là. Ça, ce sont des exemples. Je ne vais pas les expliquer pour l'instant. Ça prend trop de temps, mais c'est juste pour vous donner une idée des notations qui ont été développées pendant l'orchestre numérique, ce projet-là. Et finalement, l'interprétation, il y avait des interprètes. Alors, on a divisé les tâches en 3 personnes. Ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Je sais très bien que c'est souvent la même personne qui développe le hardware, le software, qui joue l'instrument et qui compose la musique. Mais pour nous, on a tendance de diviser ces tâches entre 3 personnes. Alors, les interprètes, pour nous, ils donnent des réactions sur les essais qu'on fasse, sur les prototypes, en particulier sur la rétroaction, que ce soit la rétroaction auditive, haptique, etc. Alors, ce sont des interprètes qui vont dire « Oh, j'aimerais mieux que la tension soit comme ça » ou que s'il y a une espèce de pression, ils peuvent dire ben, « je ne veux pas que ça soit dur, qu'il y a une espèce de mousse que je peux presser. Ça me donne
plus de rétroaction haptique. C'était aussi nécessaire pour eux d'évaluer la notation qui était utilisée, puis d'évaluer le potentiel expressif en comparaison avec les instruments d'orchestre. On a tendance de travailler avec des interprètes qui ont atteint un niveau assez avancé dans leurs instruments, des pianistes, des percussionnistes, des violoncellistes, même des chanteurs des fois. Alors, on voulait qu'ils évaluent le potentiel de l'instrument par rapport à leur instrument, l'instrument qu'ils utilisent. Et aussi d'évaluer le processus d'apprentissage. Alors, si on écrit des études pédagogiques, c'est les interprètes qui vont dire « Oh, j'aimerais bien voir, par exemple, si il y a un geste comme ça, ils voulaient être capables, en fait, de répéter et de vérifier qu'ils ont le bon technique pour déclencher, par exemple, quelque chose avec ce geste. » Alors, quand je parle de ces critères-là, ce ne sont pas les seuls critères, bien sûr, et ce n'est pas nécessairement le cas qu'il faut les utiliser, mais ce sont des critères qui nous guident dans le développement de nos instruments de notre musique. Alors, en fait, ça devrait dire l'orchestre numérique artistique. Mais je voulais vous donner un exemple d'une pièce qui a été composée pendant le projet de l'orchestre numérique. C'est une pièce par un des étudiants doctoraux à l'époque. Il est maintenant professeur à l'Université de Lethbridge au Canada. C'est D. Andrew Stewart. Ça, c'est une pièce pour trois instruments numériques qui ont été développé pendant le projet. Alors, je vais juste jouer un extrait de cette pièce. Ça s'appelle Sounds Between Our Minds. Oh, non, ça n'a pas fonctionné. Excusez-moi. OK. Voilà. Alors là, il s'agit de gauche à droite d'une pianiste, d'une violoncelliste, puis un percussionniste. Une des questions assez capitales, c'est comment est-ce qu'il fonctionne en musique de chambre, dans le contexte de musique de chambre. Vous avez vu en fait qu'il donnait des cues dans la même façon qu'un quatuor à cordes ou n'importe quel autre ensemble de musique de chambre. Ça faisait partie du projet. Alors, le T-Stick, juste parce que c'est utilisé dans le projet, le T-Stick, c'est un instrument de musique développé par Joe Malloch et D. Andrew Stewart avec le soutien du Kermit. En fait, il s'agit d'une famille de DMI conçue et construite par Joe dans le IDMIL. Le IDMIL, c'est le Input Devices and Music Interaction Laboratory, dirigé par Marcelo Wanderley. Pour des questions techniques, je n'étais pas capable de traduire ça. Alors, il y a des multi-touch capacitive sensors à l'extérieur, 5 axes of acceleration sensing, pressure sensing, piezoelectronic, contact microphone for sensing deformation. Puis plus tard, en fait,
on a mis un compass to give orientation, absolute orientation 360 degrees. Et il y a en fait, je crois qu'il y a comme 24 de ces instruments qui ont été construits maintenant. En fait, je ne suis pas sûr, c'est dans ma tête c'est 24, mais je ne suis pas sûr du nombre exact, mais sont joués autour du monde en fait. Je vais vous donner un exemple de cette. Il y avait 2 T-sticks dans la dernière pièce. Ici, c'est un exemple d'une pièce. C'est une autre pièce d'Andrew Stewart, en fait. C'est Fernando Rocha, le percussionniste, dans la dernière pièce. C'était une pièce, en fait, qui a été composée pour lui et qu'il a joué lors de son récital doctoral à McGill. Puis il a joué plusieurs fois. Il est à Brésil maintenant. Il est en Brésil maintenant. Il a joué la pièce là-bas aussi. Alors, je vais jouer juste un extrait. Alors, il s'agit d'une composition écrite. Il y a une partition, il regarde la partition de la pièce, puis j'ai entendu cette pièce plusieurs fois, puis on peut dire, oh, ça c'est la même pièce. Alors, le T-stick, voici une autre. Je vais faire juste brièvement parce que je crois que le temps passe vite. C'est Andrew Stewart qui joue une autre pièce avec le T-stick. Juste pour donner une idée, c'est un autre mapping. Alors, c'est presque, en fait, ça s'appelle le Stoner Joe parce qu'avec un autre mapping, on a considéré que c'était un autre instrument. Alors, si un instrument est défini, à l'époque, c'était notre idée qu'un instrument était défini par son mapping. Alors, s'il y avait un autre mapping, il s'agissait d'un autre instrument. Alors là, on appelait ça le Stoner Joe. Il y a un délai entre l'audio et la vidéo, mais c'est juste parce que dans le concert, il n'y avait pas ce délai-là.